Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 8 du Tour d'Italie, étape au Tour de Naples. On va revenir sur les tops et flops, sur le bilan des Bleus, sur cette étape qui a été bien plus animée que j'avais prévu. On va revenir nous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à vous foutre de ma gueule, mais surtout à dire quel coureur vous a impressionné, à parler parfois de coureurs dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à réagir sur l'étape. Et puis du côté des abonnements, donc déjà c'est très bien de vous abonner à la chaîne, mais en plus vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et surtout, quand vous mettez la petite cloche, comme ça vous avez plus de chances de cliquer rapidement sur une vidéo. Et donc YouTube est content, et comme YouTube est content, moi je suis content également parce que la vidéo est plus mise en avant par l'algorithme. Étape numéro 8, étape bien plus animée que ce que j'avais prévu. Je me suis bien planté. Aujourd'hui, je m'attendais quand même plutôt à un sprint, hein, je vous l'avais dit. Je pensais que le parcours n'était pas assez difficile, malgré le fait qu'il y avait 2000 mètres. Je trouvais que les côtes sur le profil me semblaient pas très difficiles. Sauf que la course en fait a été très animée dès le départ et tu te dis qu'il y en a presque certains qui n'ont pas tenté l'échappée hier et qui ont vraiment tout fait pour que l'échappée parte aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on a eu une étape un peu all-star, c'est-à-dire que beaucoup de gens se sont mis en avant aujourd'hui. L'étape, il n'y a pas eu vraiment de temps mort sur ces 150 km aujourd'hui aux avant-postes. Mais même derrière, hein, ça a roulé quand même. On est arrivé à 17h15 à peu près, tu as 43 de moyenne. Voilà, ça a quand même roulé pour une étape qui partait assez tardivement. Le rythme a été très élevé et puis la victoire d'un très bon coureur. Et puis un autre coureur qui s'est quand même bien planté aujourd'hui au niveau de la gagne. Donc voilà, une petite déception. En fait, deux flops qui étaient déjà là hier sur les trois. Alors que du côté des coureurs au top, voilà, on les a un peu moins mis en avant cette semaine. Mais étape, je me suis bien planté sur la stratégie. Je m'attendais pas à ce que ça parte comme ça. Je pensais que l'étape était un peu trop plate. Mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Et bien plus de plaisir que si ça avait été seulement un sprint massif. Mais malgré tout, je pense que j'aurais pas grand chose à dire comme hier sur l'étape parce que ça s'est fait de manière assez linéaire. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Je parle pas, avant ce bilan des Bleus, je parle pas du sondage, parce que le sondage, à partir du moment où j'avais plutôt choisi un sprint, il correspond pas à grand chose. Si vous voulez savoir du côté du sondage, c'était Arnaud Démare 33%, Guilhermet 37%, Nizzolo 4%, Gavazzi 0%, et aucun de ces coureurs 27% pour 123 votes. Mais bon, encore une fois, comme j'étais pas parti sur cette stratégie-là, on peut considérer que ce sondage-là n'a pas énormément d'intérêt, je pense, aujourd'hui. Et il y a une deuxième question que j'avais posée, c'est pour vous, est-ce que l'abandon de Michael Morkov va gêner Mark Cavendish? 83% de oui, 17% de non. Pour le bilan des Bleus, je commence avec Guillaume Martin. C'est la bonne opération du jour au niveau comptable. Niveau temps, il reprend 3 minutes sur tout le monde. Il se retrouve désormais 4e du classement général à 1 minute. Mais 40 secondes devant Simon Yates, qui était jusqu'à maintenant le leader pour le classement général, le mieux classé. Devant Kelderman, Almeida, Romain Bardet. C'est plutôt la bonne opération du jour, surtout sur une étape comme ça. Alors, il a dépensé beaucoup d'énergie. Mais il a repris 3 minutes, donc je dirais que ça les valait. Cette dépense d'énergie dans la dernière heure de course surtout, hein, parce que sur les 2 premières heures, je dirais que ça a quand même été plutôt tranquille. À partir du moment où il y avait quand même une échappée de 20 coureurs, il a toujours été dans le groupe à 20 coureurs. Je pense qu'il a dépensé moins d'énergie en début de journée que Van Der Poel. Mais c'est la bonne opération pour Guillaume Martin parce qu'il revient dans le match. J'avais dit un coureur à 4-5 minutes, il nous a fait une Ben O'Connor en fait. Ben O'Connor l'année dernière sur le Tour de France, on s'aperçoit que maintenant être à 4-5 minutes en première semaine, c'est parfois presque un avantage pour certains coureurs parce qu'ils peuvent partir en échappée et reprendre du temps.
Et ça a été le cas de Guillaume Martin aujourd'hui. Donc il revient à 1,06. Alors la débauche d'énergie pour demain, elle n'est pas top parce que demain on est quand même sur une journée très costaud. Plus de 5000 mètres de dénivelé positif. Pas Solano Blockhouse en fin de journée. Donc on va voir comment ça va se passer pour Guillaume Martin. Mais je rappelle que pour le match pour le top 10, il se replace complètement dans le match. Et surtout, il prend de l'avance. Il a une minute d'avance sur un Landa, par exemple, à partir de maintenant. Également sur un Hugh Carty, sur un Valverde. Donc c'est des secondes qui ne seront plus à reprendre. Et ces coureurs-là, peut-être qu'ils vont perdre autant de temps que Guillaume Martin demain dans le Blockhouse. Pour un objectif top 5, top 10, c'est une bonne opération. C'est sûr que pour la gagne, et encore pour la gagne, on reprend 3 minutes, c'est bien aussi. Hein. Si Romain Bardet s'était retrouvé avec 1 minute d'avance là, à la fin de cette étape, il n'aurait peut-être pas dit non plus. 1 minute d'avance sur Lopez et ça aurait fait quasiment de 40 sur Yates, il n'aurait pas dit non plus. Alors, il y avait peu de chances que ça se produise. Mais Guillaume Martin, il a cette faculté à pouvoir partir en échappée encore parce que il est peut-être pas encore considéré comme un top grimpeur, malgré le fait qu'il ait fait 2 top 10 l'année dernière sur les grands tours. Il est peut-être considéré comme un ton en dessous, disons qu'il fait, je pense, un peu moins peur que d'autres grimpeurs du peloton. Bon, après, pour la gagne, c'était un peu compliqué, mais c'est toujours difficile quand vous jouez à la fois le classement général et la gagne. J'ai quand même été un petit peu déçu par sa dernière descente, où il avait vraiment les mains sur les freins et s'est fait complètement larguer dans la dernière descente. Plus, moins, Arnaud Démare, moins parce que pas de sprint aujourd'hui, plus parce qu'il est toujours en tête du maillot cyclamen. Moins parce que oui, il n'y a pas de sprint aujourd'hui pour lui. Et bon, pour un sprinter, c'est toujours ce qu'on attend de lui. Après la course, c'est pas du tout déroulé pour qu'un sprint puisse se passer, c'est-à-dire que la course a été animée dès le départ par Van Der Poel. Et en même temps, je me dis, il ne perd des points que sur Guilherme, qui est désormais l'adversaire numéro 1 pour le maillot cyclamen. C'est-à-dire que Van Der Poel était déjà très loin. Il est déjà à quasiment 70 points, plus de 70 points. Van Der Poel, Cavendish n'a pas pris de points aujourd'hui, donc l'écart reste le même également, 69. Il n'y a que Guilherme qui reste dangereux à 27 points de Arnaud Démare. Il y a quand même une petite différence entre les deux. Gaviria n'a pas fait le sprint non plus, ni Dolo non plus, donc c'est plutôt pas une mauvaise journée pour Arnaud Démare, parce que même si il joue pas le sprint aujourd'hui, pas de dépenses d'énergie énorme de la part de Démare. Il est resté dans le peloton. Est-ce qu'il finit dans le peloton? Je crois pas. Il a dû être lâché dans le final. Mais je suis pas sûr qu'il ait dépensé énormément d'énergie non plus. Arnaud Démare, oui, il n'est pas dans le peloton. Il n'y a que Attila Walter qui finit dans le peloton du côté de la Groupama. Je peux vous dire, Arnaud Démare finit à 12-13. À 12 minutes 13 sur une étape où les délais étaient de 23 minutes. Il y a encore des coureurs qui ne sont pas arrivés, parce que il reste encore un groupe, peut-être avec Cavendish. Oui, Cavendish, j'ai l'impression, n'est pas encore arrivé. Caleb Ewan également est arrivé. Mais il ne perd pas de points sur ses adversaires directs. Donc c'est pas une trop mauvaise journée pour lui. Petit flop du jour, Vandrame, il était dans l'échappée avec Calmejane. Bon, Calmejane, j'y croyais pas des masses parce qu'il a déjà pas mal dépensé d'énergie ces derniers jours et je pensais que ça serait un peu compliqué pour Calmejane. Mais Vandrame, quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit, si Van Der Poel court mal, Vandrame, ça peut être une bonne carte. Et puis Vandrame n'a pas réussi à attraper les bonnes roues quand ça commence à sortir. Je dirais à une quarantaine de bornes de l'arrivée et il se retrouve un peu loin. Vandrame aujourd'hui il est 11e de l'étape, à 2 minutes 56 avec Fabio Felliné et Ravanelli. On aura pu s'attendre un petit peu mieux de la part de Vandrame. C'était une étape vraiment qui pouvait lui convenir au coureur d'AG2R. Vous pouvez faire vraiment, pourquoi pas un doublé, parce que je rappelle qu'il a déjà remporté une étape sur le Giro l'année dernière, Andrea Vandrame, donc petite déception pour lui. Et pour AG2R qui avait mis 2 coureurs dans l'échappée, mais c'était peut-être trop difficile pour Calmejane qui s'est déjà retrouvé pas mal à l'avant, et Vandrame, il n'a pas réussi à faire la différence non plus. On passe tout de suite au coureur au top.
Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Thomas de Rent, aujourd'hui le Belge. Impressionnant, Thomas de Rent. La Lotto qui a très bien géré dans le final. Alors, ils ont profité du fait que Van Der Poel a attaqué beaucoup trop tôt. Ensuite, ça s'est pas mal regardé. Et puis, ils ont réussi à sortir à deux, alors qu'ils étaient trois. Et ensuite, à emmener avec eux deux coureurs qui n'étaient pas les plus forts non plus de l'échappée, Rory Arcas et Davide Gaburo. Et ça a été la bonne opération pour eux. Et ensuite, les quatre ont bien collaboré. Quand ça a commencé à arrêter de collaborer, il y a un moment, Thomas de Rent a fait des gros relais. Et ensuite, Van Hoek s'est sacrifié dans le final. Et puis derrière, de Rent, il nous a fait un truc que lui seul sait faire, c'est-à-dire un sprint. Je pensais plutôt que Gaburo, quand j'ai vu Gaburo, je m'attendais plutôt à Gaburo et Arcas. Et je pensais que du côté de la Lotto, on allait faire 3 et 4. Et puis de Rent, il a fait son sprint tout en puissance. C'est pas... Mais en même temps, de Rent, c'est vrai que quand on s'en rappelle, moi, la fois où je l'ai découvert de Rent, c'était sur Paris-Nice à l'époque, avec Vacances Soleil. C'était sur un sprint face à Vauclair, dans un petit groupe. Donc c'est vrai que j'aurais dû m'en souvenir de ça. Mais bon, je pensais que de Rent, plus tout jeune, parfois on perd cette vitesse, cette explosivité. Mais il a été très très fort. De Rent, et la Lotto a très bien couru. 112 points aujourd'hui pour la Lotto. Alors vous allez me dire c'est pas grand chose, oui, mais bon, c'est quand même une équipe qui est un petit peu en difficulté. Et face à Israël, c'est des points qui ne seront plus à prendre sur ce Giro, parce que c'est vrai que Caleb Ewan n'a pas été incroyable, mais voilà, au moins il y a des points UCI aujourd'hui, et donc belle perf de Rent, vraiment belle perf, et puis ça montre que il n'est pas fini. Tout simplement, il en a encore dans les jambes. Alors lui aussi, dernière année de contrat à la Lotto Soudal, ce qui repart pour un nouveau contrat. Il a 35 ans, Thomas de Rent, lui qui fera également le prochain Tour de France. Et sur les grands tours, c'est sa cinquième victoire. Une sur la Vuelta, 2 sur le Tour de France, 2 également sur le Giro désormais, à 10 ans d'intervalle, puisqu'il avait gagné en 2012. Et là, il gagne en 2022, vainqueur également du classement de la montagne du Tour d'Espagne en 2018, 5 victoires sur le Tour de Catalogne, et également 3e du Giro en 2012. Le palmarès quand même de Gent. Il y aura un côté où on se dit, en chasseur d'étapes, il a un énorme palmarès, c'est comme Vauclair, mais on se dit que c'est quand même un coureur qui a fini 3e du Tour d'Italie en 2012 et qui avait peut-être mieux à faire au niveau des classements généraux des grands tours. Coureur qui a commencé chez Unibet Davo en 2006, ensuite chez Topsport Vlaanderen pendant 2 ans, et il arrive en World Tour chez Vacances Soleil en 2011, et ensuite il a été une année chez Omega Pharma, ça s'était pas très bien passé, en 2014, et ensuite depuis 2015 à la Lotto Soudal, coureur qui est né à Saint-Nicolas en Belgique. Unibet Davo qui devait être peut-être l'équipe continentale de Unibet. Unibet a été une équipe World Tour qui a dû faire une année en World Tour, un truc comme ça. Ou en 2e division, même Unibet, je ne sais plus. Mais il ne pouvait pas rouler en France, par exemple, Unibet. Parce qu'à l'époque, on n'autorisait pas la pub pour les paris sportifs. C'était il y a bien longtemps. C'est une époque qui est bien évolue depuis aujourd'hui. Voilà, belle performance de la part de Thomas de Gent. On continue avec Gaburo. Ça a failli le faire pour Gaburo, ça a failli être la belle histoire du jour. La Bardiani qui remporte une étape, ils n'avaient pas gagné depuis très longtemps la Bardiani. Gaburo, c'est quand même un coureur intéressant, qui a des bonnes qualités quand même de sprint. On l'a déjà vu sur des sprints massifs, notamment 7e de Eschborn-Francfort, donc la classique de Francfort, qui est quand même pas vraiment une classique pour puncher. Coureur qui a une particularité également, il a commencé sa carrière en 2013 comme stagiaire chez Ceramica Flaminia. Et puis, en fait, il est arrivé chez les professionnels qu'en 2018 chez Amorevita. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il n'a pas roulé chez les professionnels. Ensuite, chez Neri Sottoli, derrière Androni Giocattoli, la Bardiani, il a fait donc 3 des 4 équipes italiennes majeures. Dont une qui n'existe plus. Et du côté de Davide Gaburo, c'est quand même quelqu'un qu'on voit beaucoup dans les échappées. Et puis là, quand j'ai vu dans le final, je me suis dit, Gaburo, ça peut le faire dans le final. Parce qu'il a une bonne vitesse de pointe. C'est quelqu'un qui sait... il manœuvrait en plus très très bien dans le final.
c'est le mec qui a le mieux manœuvré. Dans le final, vraiment, il a très très bien roulé, mais il lui a manqué face à De Rennes, quoi. Il lui a pas manqué grand-chose, mais il est tombé face à Thomas De Rennes. C'est dommage. Pour la Bardiani, c'est quand même un très bon résultat pour la Bardiani. Je dirais que presque le Giro est sauvé pour la Bardiani, parce qu'un podium d'étape, c'était pas forcément espéré, même du côté de la Bardiani, qui est quand même, je pense, des équipes invitées, l'équipe la plus faible. Au niveau de ce Tour d'Italie, je pense que Drone Hooper et Olo Cometa sont meilleurs que la Bardiani. Mais comme quoi, en ayant une stratégie intelligente, on peut faire vraiment des belles choses. Parce qu'aujourd'hui, il a vraiment été intelligent dans sa manière de courir, dans son placement. Voilà, très, très intelligent. Pour un coureur qui a 29 ans, qui fait seulement son deuxième Giro, lui aussi en fin de contrat, Gaburo, du côté de la Bardiani, peut-être des discussions sont en cours, mais pour le moment, il n'a pas renouvelé le coureur italien. Puis je termine avec un dernier coureur au top pour finir. C'est Guilherme, c'est la bonne opération du jour pour Guilherme au niveau du maillot cyclamen. Alors il ne finit que 5e de l'étape, ça c'est la petite déception. Après, il a pris la stratégie de suivre Van Der Poel. Je pense que s'il s'était retrouvé dans le groupe de tête avec Gaburo et Van Hoek, on aurait eu du mal à collaborer quand même. Parce que Guilherme, on connaît sa pointe de vitesse. C'est aussi le problème dans ce type d'échappée des mecs qui ont des bonnes pointes de vitesse, c'est qu'ils sont un peu surveillés. Donc il s'est dit, je vais suivre Van Der Poel pendant toute la journée. Il s'est mis, on va dire, presque dans la route de Van Der Poel, pas très loin de Van Der Poel. Dès que Van Der Poel attaquait, il est tenté de suivre. Il finit devant Van Der Poel, donc sa stratégie était pas si mauvaise que ça, mais le problème c'est que Van Der Poel a pas bien couru. Il pouvait pas anticiper que Van Der Poel courrait encore de manière pas très intelligente, ce qui fait que Guilherme finit 5e. Quand Van Der Poel sort, il sort. Enfin voilà, il fait tout toutes les choses bien pour un sprinter, il les a faites aujourd'hui, Guilherme. Le problème, c'est que il est tombé sur un coureur qui n'a pas très bien couru, et puis sur 4 hommes devant qui ont été très intelligents, qui ne se sont pas trop regardés dans le final, avec une équipe Lotto qui a été intelligente aussi. Donc Guilherme finit 5e, mais il revient à 27 points pour le maillot cyclamen. Ça devient l'adversaire numéro 1 d'Arnaud Démare, et un adversaire qui va être très dangereux et pas facile à battre l'Érythréen pour ce maillot. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, comme je disais, il y en a deux qu'on a déjà vus hier. Je commence avec le premier, c'est Van Der Poel. Comment on peut aussi mal courir ? Non, mais aujourd'hui, il a très mal couru, Van Der Poel. Déjà en début de journée, il décide d'attaquer très tôt. C'est une option. À partir du moment où, de toute manière, s'il voulait gagner l'étape, fallait qu'il parte en échappée. Van Der Poel, c'était une option beaucoup plus intéressante que s'il attendait le sprint. Parce qu'il pouvait tomber face à des meilleurs sprinters que lui ou face à des punchers peut-être un peu plus performants que lui, et il aurait eu la pancarte. Je pense que la première erreur déjà du côté de Van Der Poel en début de journée, c'est quand il y a le groupe de 20, il repart attaquer quand ce groupe de 20 collaborait pas énormément, parce qu'il décide de partir devant. Ça, je pense, c'est déjà une erreur. Ensuite, deuxième erreur, c'est de s'être retrouvé en échappée tout seul. Il fallait pas qu'il sorte tout seul, Van Der Poel. Il fallait qu'il sorte avec Oldani, par exemple, qui aurait pu être une bonne possibilité, mais il fallait qu'il soit 2 ou 3. C'est parce qu'il savait que ça allait être dur de manœuvrer dans cette échappée en étant tout seul, et que ça aurait été plus facile. Avec des équipiers, dans une échappée, c'est toujours plus facile de toute manière. Quand vous êtes avec des équipiers, vous avez un peu la force du nombre. Demandez à la Lotto, ils étaient 3. C'était l'équipe la plus nombreuse dans le groupe de 21. Je pense aussi, après, du côté de Van Der Poel, cette attaque est 46 km de l'arrivée. C'est pas à lui de mettre la première banderille, et puis c'est trop tôt. C'était trop tôt, 46 km de l'arrivée. Ça faisait encore 1h10, peut-être de 1h05, 1h10 de course encore, à ce moment-là, quand il décide d'attaquer Van Der Poel. Et puis derrière, je crois que quand il a attaqué à 46 bornes de l'arrivée, il a utilisé beaucoup de cartouches dans cette première partie d'étape. Et quand les attaques importantes sont arrivées, il avait plus les moyens de réagir. Et puis ensuite, il a fallu que Guillaume Martin vraiment le force un petit peu pour qu'il accélère le rythme dans les montées et dans le groupe de poursuivants. Derrière, quand il part dans la descente, il part trop tard aussi dans la descente. Il fallait partir dès le pied de la montée.
dès la relance. Si tu voulais rentrer sur les hommes de tête à ce moment-là, c'était jouable, mais il fallait rentrer fort, il fallait faire le petit coup de jump. Il l'a pas fait. Et puis dans le sprint, il finit 7e. Mais bon, je suis pas sûr qu'il ait vraiment sprinté pour aller chercher Guilherme derrière. Mais voilà, il a enchaîné les erreurs aujourd'hui Van Der Poel, et c'est pas comme si déjà hier il avait enchaîné les erreurs. C'est vrai que c'est un coureur qui en fait beaucoup trop parfois, Van Der Poel. Et puis il oublie que maintenant il a la pancarte Van Der Poel, donc quand il monte sa force à 46 bornes de l'arrivée, c'était sûr que derrière, on n'allait pas vraiment collaborer avec lui. Quand tu es fort, faut jamais montrer que tu es fort dans une échappée. C'est ce qu'arrivait très bien à faire Thomas Voeckler. Il montrait jamais qu'il était le plus fort. Faut jamais montrer que tu es le plus fort dans une échappée. Sinon, tu te le prends direct dans la gueule. Et c'est ce qui s'est pris ensuite derrière Van Der Poel. Et puis, oui, il a encore très mal couru. Il a encore eu une stratégie absolument abominable aujourd'hui, Mathieu Van Der Poel. Je dis toujours, je le disais avec Calmejane à une époque, ou avec Pierre Latour. Je l'ai dit pendant le Tour de France l'année dernière. La frontière est mince entre le panache et la stupidité. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, avec Van Der Poel, il a peut-être un peu dépassé cette frontière. On passe tout de suite à Wout Poels. Là aussi, Wout Poels, alors 8e de l'étape. Mais bon, quand même sacrément cramasse aujourd'hui, Wout Poels. J'ai pas compris ce qu'a fait la Bahrain Victorious aujourd'hui. C'est plus même la Bahrain Victorious que Wout Poels. Dans ton équipe, tu as un mec qui est parti en échappée hier, qui est un bon grimpeur, qui peut aider tes deux leaders demain dans une grosse étape de montagne qui sera l'étape majeure pour le classement général de cette première semaine de course. Donc, un coureur qui, en plus, hier, s'est déjà fait sauter le caisson. C'est-à-dire qu'il a complètement explosé en plein vol hier en fin de journée. Et tu mets deux coureurs devant. Bon. Il est à l'avant avec Sutterling. C'est lui que tu décides de faire relever. C'est pas Sutterling. Enfin, Sutterling, déjà, aujourd'hui, il a une bonne pointe de vitesse. Sutterling, il faut le savoir. Très bon rouleur. Coureur qui a une très bonne endurance. Sutterling. Et surtout, frais. Et demain, Sutterling, il va pas te servir énormément. Parce que Sutterling, au Passo Lanciano et au Blockhaus, ça suffira pas demain. Donc il fallait plutôt mettre Sutterling que Poels, parce que Poels aujourd'hui, il avait quand même très peu de chances de s'imposer face à Van Der Poel, Guilherme, Gaburu, De Rent, Mauro Schmidt même, qui ont des meilleures pointes de vitesse, Vandrame, qui ont des meilleures pointes de vitesse que lui. Lui, c'est pas le mec qui a la plus grande pointe de vitesse, alors que Sutterling a une meilleure pointe de vitesse que lui. Alors, je dis pas qu'ils auraient gagné avec Sutterling, ça aurait été encore compliqué de s'imposer avec Sutterling, mais c'était quasiment impossible de gagner avec Wouter Poels, et dans le final, il a explosé, mais forcément, la veille, il avait déjà explosé, il était déjà bien fatigué de son étape de la veille, les jambes bien lourdes. Et en plus, tu te dis, alors oui, Wout Poels est peut-être électron libre dans cette course, d'accord, ça n'avait encore aucun intérêt d'attaquer aujourd'hui. Il est en tête il est avec 20 points au classement de la montagne, plutôt, il n'est pas en tête. Donc c'est-à-dire qu'il a 40 points de retard sur Koen Bouwman et une vingtaine de points de retard sur Lennart Kamna. Demain, il y a 2 côtes de première catégorie, une côte de deuxième catégorie au programme. C'est-à-dire beaucoup de points pour le classement de la montagne. Aujourd'hui, il y avait une côte de troisième catégorie, quatrième catégorie seulement en termes de points. T'attaques le lendemain pour le maillot bleu. Enfin voilà, donc vraiment je trouve que pas très intelligent de la part de Wout Poels ou de la part de la Bahreïn d'avoir attaqué. Et puis je termine avec Ulissi. Petite déception pour moi, Ulissi. Je m'attendais à mieux du coureur italien. Il finit loin. Il finit 13e. Quand je l'ai vu dans l'échappée, je me suis dit tiens, il y a Vandrame, ça peut être un coureur intéressant. Je me suis dit bon, il y a De Rent, on sait jamais ce qu'il est capable de faire De Rent. Je me suis dit il y a Gaburu. Pas mal Gaburu. Je me suis dit donc pour Guilherme et Van Der Poel, ça va pas être si facile que ça. Parce que vous voyez bien Ulissi attaquer dans une montée. Mais sauf que Ulissi, il n'a pas réussi à faire ça. Alors peut-être fatigué de la première heure de course, qui a été éprouvante pour Diego Ulissi, comme pour beaucoup de coureurs qui ont pas mal roulé. Mais c'est dommage parce que voilà, Diego Ulissi, ça lui aurait fait du bien peut-être de gagner une étape aujourd'hui aux coureurs italiens qui gagnent toujours, je le dis très souvent, qu'en Italie, Diego Ulissi. Mais aujourd'hui, il n'avait pas les bonnes jambes. Peut-être qu'il a un peu trop consommé d'énergie en début de course lors de la première heure de course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Demain, présentation à 7h30, étape du Blockhaus, présentation qui fait 25 minutes à peu près. Elle est déjà uploadée, il y a déjà quasiment tout qui a été écrit. Demain, débrief de l'étape à 21h.
de l'étape du Blockhaus. Lundi, journée de repos, donc il n'y aura pas de vidéo cyclisme. Et mardi, on reprend pour cette deuxième semaine du Tour d'Italie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!